Donc, je continue. Lorsque ce serveur DNS va recevoir la requête, il va lui dire bah, moi, je ne connais pas l'adresse IP du sous-domaine fr.wikipedia.org. Par contre, je connais le serveur DNS qui s'occupe de wikipedia.org. Donc, je lui envoie cette information-là au serveur, à ce serveur-là. Ensuite, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore envoyer une requête. Cette fois-ci, c'est la dernière, en disant quelle est l'adresse IP v4 de fr.wikipedia.org au serveur DNS ns0.wikimedia.org. Et lui, comme il fait autorité sur ce nom de domaine, il va lui dire ah bah voici l'adresse IP et il l'envoie comme réponse. Une fois que ce serveur DNS reçoit la réponse, eh ben, il va renvoyer la réponse à l'autre qui a demandé l'adresse IP. Voilà. Donc, on a plusieurs types d'enregistrements. On va avoir les enregistrements de type A, qui permet d'avoir une correspondance entre un nom d'hôte et une adresse IPv4. Les enregistrements de type 4A, qui permet de faire correspondre un nom d'hôte à une adresse IPv6. Les enregistrements CNAME pour tout ce qui est enregistrement d'alias d'un domaine, d'un nom de domaine. Les enregistrements AMIX, qui va définir les serveurs de messagerie pour ce domaine. Les enregistrements PTR, qui vont finalement associer une adresse IP à un enregistrement de nom de domaine. Donc là, j'ai une adresse IP et je cherche un nom de domaine et non pas le contraire. J'ai pas un nom de domaine et je cherche une adresse IP, mais plutôt le contraire. J'ai une adresse IP et je cherche un nom de domaine. Puis, on a les enregistrements NS qui vont définir les serveurs DNS d'un domaine. Donc, les serveurs DNS, les serveurs qui font autorité, les serveurs DNS faisant autorité sur un nom de domaine. Ensuite, on a les enregistrements SOA qui va donner des informations générales sur la zone, serveur principal, mail de contact, durée d'expiration de l'enregistrement, numéro de série de la zone, etc., etc. Et on a enfin les enregistrements de type TXT qui permettent à un administrateur d'insérer un texte quelconque dans un enregistrement DNS. Le protocole DNS, généralement, va utiliser le port UDP 53. Sauf que si la taille de la réponse dépasse les 512 octets, la norme prévoit que la requête doit être envoyée sur le port TCP53. Je pense qu'on en avait déjà, vous avez déjà parlé de ça au courant de l'année dernière, je crois. Enfin, quoi qu'il en soit. Et la plupart du temps, finalement, on bloque le port TCP53. Pourquoi? Parce que le transfert de zone habituellement se fait sur ce port-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait un transfert de zone, généralement, la taille des réponses va dépasser les 512 octets, entre autres. Et le format d'un message DNS, c'est le suivant. Donc, d'abord, il faut savoir que le datagramme UDP va avoir, pour tout ce qui est DNS, va avoir une taille fixe de 512 octets et il doit être tronqué si la taille est plus grande. Donc, on va pouvoir savoir si la réponse est tronquée grâce au flag TC qui va se retrouver quelque part dans l'ensemble des flags ici. Donc, on a d'abord un identificateur qui va permettre d'identifier c'est quelle requête et c'est la réponse à quelle requête. On a un ensemble de flags. Puis, on va avoir le nombre de questions. Enfin, le nombre d'enregistrements pour les réponses. Puis, le nombre d'enregistrements faisant autorité.
venant de... Enfin, attendez, il y a déjà une erreur. Ah, bon, je la corrigerai plus tard. Donc, le nombre de requêtes donc, le nombre d'autorités RR qui spécifie le nombre d'entrées dans la section autorité. Ensuite, le nombre d'enregistrements qui vont être dans la section additionnelle. Donc, ça nous permet finalement de savoir quand est-ce que la section questions va commencer et terminer. Si on a le nombre de questions, c'est 1, ben, dès qu'on a une question, ben, on va savoir qu'on passe directement à la section réponse. Si on sait que le nombre d'enregistrements dans la section réponse, c'est 0, ben, forcément, ben, il n'y aura rien. Si on sait que... Et ainsi de suite. Donc, ces informations-là vont permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a ici. Où commence la section réponse, où est-ce qu'elle se termine, où commence la section autorité, où est-ce qu'elle se termine, où commence la section additionnelle et où est-ce qu'elle se termine, s'il y en a, bien sûr. On va voir un peu plus ça en détail. Donc, je vous ai dit, l'identificateur, c'est ce qui va représenter une requête et qui doit être le même lors de la réponse. Donc, par exemple, si j'envoie dans l'identificateur une requête avec identificateur est égale à, je sais pas, 10 001, et bien dans la réponse, j'aurai l'identificateur qui sera aussi égal à 10 001. Dans les flags, on a plusieurs flags. On a le QR, le flag QR, qui est là pour dire si c'est une question, une requête, ou une réponse. Lorsqu'il est égal à 0, c'est une requête. Lorsqu'il est égal à 1, c'est une réponse. On a un opcode qui est sur 4 bits. Ça va permettre de dire c'est quel type de c'est quel type de requête. Alors, on a une requête standard, ça va être l'opcode sera égal à 0. Une requête inverse, on aura un opcode égal à 1. On demande le statut du serveur, donc le statut du serveur va avoir un opcode à 2 et puis de 3 à 15 réservé à une utilisation future. Puisqu'on a sur 4 bits, si c'est sur 4 bits, vous avez les chiffres de 0 à 15, 0 à F. AA, pour réponse faisant autorité, il indique si le serveur de nom répondant est autoritaire sur le domaine. C'est sur 1 bit. Donc, la réponse que je reçois, est-ce qu'elle vient d'un serveur DNS qui fait autorité sur le nom de domaine? Si oui, alors ce AA sera égal à 1, sinon bah, il sera égal à 0. TC, je vous l'ai dit juste avant, va permettre de dire si la réponse a été tronquée ou pas. Donc, si le message a été tronqué, il va être positionné à 1. Et donc, si on utilise UDP et que la réponse est tronquée, on va dire bah, il y a une suite de la réponse qui va venir dans un autre datagramme UDP, tout simplement. Ensuite, on a les flags RD qui va permettre de demander la récursivité. Donc, je demande au serveur DNS à qui j'envoie ma requête de faire lui-même le travail, donc de faire la récursivité. Ce sera lui qui va envoyer les requêtes aux différents serveurs DNS racine, puis serveur DNS qui fait autorité sur le TLD, puis serveur DNS qui fait autorité sur le domaine recherché. Donc, en le mettant à 1, ça me permet de demander la récursivité. On a RA pour indiquer que la récursivité est autorisée. Z, c'est un bit qui est positionné à 0. Ensuite, on a AD
qui est un flag pour dire est-ce qu'on utilise DNSSEC ou pas. Donc, des données, finalement, il y a un chiffrement qui s'effectue, etc. CD pour dire est-ce qu'il y a le checking qui est activé ou pas, désactivé, ici ce serait désactivé. C'est aussi pour DNSSEC. On ne va pas voir DNSSEC, hein. On va voir pour le moment, on va rester sur DNS seulement. Et ensuite, on a RCode qui indique le type de réponse. Donc, on avait juste avant l'opcode qui est pour indiquer le type de requête. RCode va indiquer le type de réponse. 0 s'il n'y a pas d'erreur. 1 s'il y a une erreur de format dans la requête. 2 s'il y a un problème sur le serveur. 3 si le nom n'existe pas. 4 n'est pas implémenté. 5 refus. Et le reste sont réservés pour un usage futur. Le nombre de questions, comme j'avais dit, va spécifier le nombre d'entrées dans la section questions. Et bref, tous les nombres vont spécifier le nombre d'entrées dans la section correspondante, tout simplement. Et ce nombre-là peut-être est sur 16 bits. Le reste du message va indiquer les questions quand on est dans la section questions, les réponses quand on est dans la section réponses, et ainsi de suite. Les enregistrements, donc les enregistrements qui vont être mis dans ces sections, section questions, section réponses, section autorité et section additionnelle, vont finalement ressembler à ça. Il y a un nom, puis un type, puis une classe, ensuite le TTL, ensuite la longueur et enfin les données. Donc le nom correspond au domaine où se trouve l'enregistrement, mais il peut être différent suivant le type. Donc si on a un type A ou CNAME, alors on va retrouver un nom d'hôte, mais si on a un type qui est là, donc ce type-là, CPTR, dans le nom, on aura une adresse IP. Le type, c'est le type de données utilisé dans l'enregistrement. La classe possède une valeur identifiant une famille de protocoles ou une instance d'un protocole. Le TTL, c'est la durée de vie en secondes de l'enregistrement. Il est sur 32 bits. Donc, au bout quand cette durée de vie se termine, eh ben, l'enregistrement doit être... En fait, vous devez redemander pour vérifier, renvoyer la requête. Quoi. Et la longueur permet d'indiquer la longueur des données qui suivent. Dans les données, en fait, on va identifier la ressource. Et ça va vraiment dépendre du type de ressource. Quand on a A, ce sera une adresse sur 32 bits, une adresse IP sur 32 bits. Quand on a un CNAME, c'est un nom de domaine. Quand c'est le type MX, on va avoir une valeur la plus basse possible suivie d'un nom d'hôte qui va servir de serveur de messagerie. PTR, quand on a le type PTR dans les données, on va retrouver une adresse IP sous forme d'un nom. Donc, on aura le nom d'hôte. Et quand on a NS, l'enregistrement NS étant l'enregistrement pour les serveurs DNS, on va avoir un nom d'hôte qui va être mis dans les données. Pour les enregistrements SOA, quand on a un type SOA, on va pouvoir avoir dans les données plusieurs champs. Entre autres, le serveur de nom primaire, un contact mail. Au bout de combien de secondes, on va pouvoir redemander
renouveler la requête, au bout de combien de temps la zone va être considérée comme invalide et un TTL minimum. Bref, il y a plusieurs informations qui vont être mises dans le champ données lorsqu'on a un enregistrement SOA. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est finalement, quand on n'a pas un serveur DNS qui fait la récursivité, grosso modo, c'est l'hôte qui cherche le nom de domaine qui va le faire directement. Donc, il va d'abord envoyer au serveur racine en disant « Je cherche finalement le serveur DNS qui s'occupe du .fr ». Ensuite, il va envoyer au serveur TLD qui s'occupe du .fr la requête pour dire voilà, c'est quoi l'adresse IP de dnslookup.fr. Et là, on a mis any. Donc là, en fait, les réponses, je cherche tous les enregistrements relatifs à ce domaine. Et lui, il va dire comme réponse, eh ben, je te donne l'adresse du serveur de nom du serveur DNS de dnslookup.fr. Donc, il va renvoyer la requête à ce serveur DNS et ce serveur DNS va lui répondre avec toutes les questions nécessaires. Donc, on va voir ces requêtes et ces réponses, à quoi ils ressemblent à l'intérieur. Donc, la première requête qu'on a là, on va retrouver ici. On va la retrouver ici avec l'identifiant 0x023f. Ensuite, la valeur des flags avec c'est une réponse. Alors là, on est dans je crois que, voilà. C'est une réponse. Ensuite, en fait, c'est un message, quoi. Ensuite, on va avoir est-ce que l'opcode c'est 0, donc c'est une requête standard. Est-ce que le serveur fait autorité, celui qui répond non, puisqu'on a 0. Est-ce que le message est tronqué? Non, puisqu'il est à 0. Alors, ici, on peut dire non, parce que tout simplement, c'est de l'UDP et non pas du TCP. Lorsque c'est implémenté sur du TCP, par défaut, le TC est à 0, même si la taille est plus grande. On va se baser sur le protocole TCP qui va pouvoir s'occuper du reste. Est-ce que la récursion est désirée? Oui. Est-ce que la récursion existe et possible? Eh bien, non. Le bit Z est à 0. Ensuite, on va avoir le nombre de réponses faisant autorité 0, le nombre de données non authentifiées 0 aussi. Et puis, on va avoir un reply code qui est égal à 0, 0, 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et on aura ensuite les numéros, le nombre de questions, réponses, etc. Le nombre de réponses dans chaque section. Il y a une seule question, il n'y a aucune réponse dans les enregistrements RR, donc venant de serveurs DNS faisant autorité. Il y a 7 enregistrements d'autorité, on va voir, et 14 enregistrements supplémentaires. Et quand on voit le corps du message, donc les données DNS, ici on était sur l'entête DNS. On va voir comme quoi on aura dans la question, on va avoir je cherche dnslookup.fr, type any, classe in, le nom, le type, etc. Ensuite, dans les enregistrements qui font de DNS,
On va revoir des enregistrements de serveurs DNS. Voilà ce qu'on va retrouver. Et puis, donc, on aura 1, 2, et ainsi de suite. Et vous allez avoir dans la section additionnelle, donc ici, vous aviez juste, ça, on vous dit c'est un serveur DNS avec le nom du serveur DNS a.nic.fr. Et quand on va voir dans la section additionnelle, on a les différents serveurs DNS qui ont été donnés, plus les résultats avec les adresses IP en IPv6 ou IPv4. Donc là, c'était cette réponse-là qu'on va retrouver ici. Donc pour le reste, donc les numéros 3, 4, 5 et 6, on les verra la prochaine fois, en cours, la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne journée et à bientôt. Madame, Oui. est-ce qu'on doit apprendre toutes les champs et toutes les flags? Non. Je vous ai... Alors, vous n'avez pas encore... Il y a une partie qui n'ont pas encore eu TP, mais j'avais dit en TP que vous allez avoir un fichier avec les entêtes TCP, UDP, enfin pratiquement toutes les entêtes, pour vous baser sur... Enfin, sur quoi vous basez pour le reste. Voilà. D'accord. Ouais. Mais c'est bon de savoir à quoi ils correspondent et comment ça fonctionne aussi, par contre. Ok, c'est tout. C'est tout. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Madame, la liste des sous-groupes. Alors, pour ce jeudi, ceux qui n'ont pas fait TP le jeudi dernier, ben, ils doivent venir ce jeudi. Et vous vous répartissez en 2 sous-groupes, un qui commence à 8 h, l'autre qui commence à 10 h. Je ne sais pas exactement qui est censé être là, qui n'est pas censé être là. Donc, puisque la semaine dernière, on n'a pas pris en considération les listes, comme je ne les avais pas. Donc, cette semaine, même chose. C'est ceux qui n'ont pas pu assister la semaine dernière qui vont assister cette semaine. Et à partir de là, je vous enverrai les sous-groupes, etc. C'est tout? Ok, sur ce, vous avez cours juste après. Donc, je vous libère. Au revoir. Je vous en prie.